Notre invitée s'appelle Céline Alvarez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur du livre Les lois naturelles de l'enfant aux éditions Les Arènes. Le voici ce livre. En cette semaine de rentrée, vous donc présentez ce livre. Et à travers ce livre, le résultat d'un travail grandeur nature absolument passionnant. Pendant 3 ans, vous avez été maître d'œuvre d'une classe de 25 élèves de maternelle dans une école de Gennevilliers. Je résume, je situe globalement, on va rentrer dans le détail. En zone d'éducation prioritaire, vous étiez le temps de cette expérience enseignante, vous n'êtes plus enseignante, précisons-le, c'est important, et vous avez mis en place des principes bien différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. J'aimerais que vous nous décriviez d'abord les principes qui étaient appliqués dans cette classe au sens très large du terme pour qu'on mesure bien la différence avec ce qu'on connaît nous traditionnellement. Alors tout d'abord, je précise que ces principes que j'ai utilisés sont des principes qui ont été déjà mis en lumière par de nombreux pédagogues, notamment Maria Montessori, et que tout l'intérêt de mon expérience était de montrer que ces principes qui avaient été pressentis, donc ces principes d'apprentissage qui avaient été pressentis par des nombreux pédagogues, par des générations, dans les générations précédentes, sont aujourd'hui validés par les neurosciences. Et donc moi, tout l'objectif de mon expérience était de montrer que ça fonctionne, qu'effectivement aujourd'hui il existe des lois d'apprentissage et d'épanouissement, certaines, que je vais décrire maintenant, et qui sont non négociables en fait, et qu'il faut qu'on puisse enfin respecter pour permettre à nos enfants de déployer leur plein potentiel cognitif, créatif. Quelles lois, par exemple, justement? Alors les lois, ce serait de l'autonomie. Il faut que les enfants puissent être actifs. L'être humain n'apprend pas quand il est passif. Il n'apprend pas quand il est passif, il apprend quand il est actif, et il apprend quand il fait des choses qu'il aime. Il ne peut pas apprendre quelque chose qui ne l'intéresse pas. Parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que les zones de la mémoire s'activent très très faiblement lorsque nous ne sommes pas motivés ou curieux, intéressés par le sujet qu'on essaie d'apprendre. Donc par exemple, un enfant peut répéter tout au long de la journée la même activité tant qu'il le souhaite, au rythme qu'il souhaite. Exactement, mais comme nous, en fait, adultes, quand on est passionné par un sujet, on peut y passer des heures, des jours, des mois à ne faire que ça, pour les plus passionnés, et puis apprendre très très vite et devenir très très spécialiste en fait de son sujet. Et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est comme ça qu'on apprend et c'est pas autrement. Une autre loi, par exemple, donc en plus de l'activité, de la motivation, c'est le lien social positif. On n'apprend pas dans un environnement où on se sent jugé. Et on ne se sent pas apprécié, aimé. Donc il faut que les enfants aujourd'hui puissent évoluer. Les adultes, ce serait aussi important que ce soit le cas pour eux, mais déjà pour les enfants, voilà, on ne peut pas demander à un enfant d'apprendre dans un environnement stressant, où il se sent jugé. On ne peut pas faire ça. Il n'est pas câblé pour ça. Le stress bloque complètement le processus d'apprentissage. Et une autre... Vous décrivez un contre-modèle, là, finalement, par rapport à ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui? Disons que, je ne sais pas si c'est un contre-modèle, mais c'est le modèle en fait. C'est la méthode de l'enfant. C'est comme ça que l'enfant apprend. Et l'école actuelle a été pensée en fait sur des idées, sur des traditions, sur des valeurs. Et donc d'une manière idéologique et non pas sur une base scientifique, pensée à partir de la connaissance de la vie humaine. Et je crois qu'aujourd'hui, le grand défi, le grand challenge de notre école, c'est de rentrer dans une démarche humble, scientifique, puisqu'aujourd'hui, on a cette connaissance-là. Ça, c'est nouveau. Ça sort des laboratoires actuels. Vous parlez de science. D'ailleurs, vous avez fait valider, entre guillemets, certaines de ces lois par des chercheurs du CNRS. Qu'ont-ils mesuré avec les enfants qui étaient avec vous pendant ces 3 ans? Alors, certains chercheurs du CNRS ont mesuré les progrès des enfants la première année. Après, j'ai travaillé avec d'autres personnes. Et ils ont mesuré différentes dimensions cognitives qui sont prédictives en général de la réussite scolaire. Et sur certaines dimensions, la première année, on a eu des progrès extraordinaires, vraiment qu'on n'attendait pas. En 6 mois de temps, les enfants, je pense par exemple à une petite fille, je cite souvent cet exemple parce qu'il est très frappant. Une petite fille qui avait 28 mois de retard par rapport à la norme à 4 ans. Donc à 4 ans, 28 mois de retard, c'est beaucoup, sur la mémoire de travail. Et la mémoire de travail, c'est une dimension prédictive de la réussite scolaire. Et donc elle avait 28 mois de retard à 4 ans. Et en 6 mois, elle avait rattrapé ses 28 mois de retard et elle avait 8 mois d'avance. C'est extraordinaire.
Et ça montre à quel point il ne s'agit pas de faire quelque chose. Il faut pas faire des réformes. Il faut peut-être arrêter d'en faire, en fait. Et il faut enfin pouvoir se mettre un petit peu en retrait et permettre aux enfants d'apprendre de la manière dont ils sont câblés pour apprendre. C'est-à-dire en faisant des choses qu'ils aiment dans un environnement où on leur fait confiance aussi et où on les guide. Où on n'est plus là pour leur dire « tu dois apprendre ça parce que moi je l'ai décidé et que le programme dit que tu dois le faire ». Il faut un socle commun, il faut ça, il faut un minimum. Mais ce minimum-là, il est dépassé, mais en quelques mois, quand on laisse les enfants apprendre selon leur mécanisme biologique, en fait. Vous avez conscience, Céline Alvarez, on rentre dans une période électorale, que quand on parle de l'école, on ne parle jamais de ce sujet-là. On ne parle jamais de l'école à travers ça. C'est vrai. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pour ça que je suis là et que je continuerai à porter ce message tant que je pourrai le faire, parce que c'est fondamental. Il faut aujourd'hui qu'on dépasse les débats politiques. Il faut on peut plus se permettre de petites améliorations pour nos enfants. C'est important. Aujourd'hui, on n'en parle pas souvent à la télé, mais il y a 40% d'enfants qui sortent du CM2 avec des acquis qui sont trop fragiles et qui les empêchent d'avoir une scolarité normale au collège. Et quand je parle de ces 40%-là, il y a les 60% d'autres qui... sont-ils vraiment épanouis? D'accord, ils ont peut-être des bons résultats à l'école ou des résultats moyens, mais est-ce qu'ils sont vraiment épanouis? Est-ce qu'ils sont vraiment ce qu'ils sont eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont généreux? Ils ont vraiment développé des qualités sociales et morales? Je ne sais pas. Merci beaucoup Céline Alvarez d'être venue sur ce plateau pour présenter vos travaux, Les lois naturelles de l'enfant. Si on veut en savoir plus, on lit votre livre. Je le recommande chaudement aux éditions Les Arènes.
Eh ben, merci d'être là pour passer ce moment ensemble. Merci à l'association Réveil Créatif pour ce moment de partage. Alors, comme on l'a dit, je suis directrice d'école, directrice de l'école Littré. J'ai la chance de travailler avec des collègues formidables parce qu'ils m'ont fait confiance et confiance pour me suivre dans mes moments de folie. Parce que pour sortir un peu des sentiers battus, il faut un peu avoir ce côté un peu fou. Alors, j'ai une particularité, c'est que je suis travailleur handicapé. Depuis 5 ans, la maladie m'a frappée. Mon corps ne veut plus faire ce que je veux, mais ma tête fonctionne très bien, fonctionne très vite. Et curieusement, ce handicap m'a donné des ailes et m'a donné l'envie de faire autrement, d'oser vivre autrement mon métier et de repenser l'école, de penser l'école autrement. Alors si je reprends un peu mon parcours, ça fait 25 ans, là, faut mieux pas compter les fois, mais bon. J'ai commencé mes études à l'IUFM de Cergy-Pontoise et j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire à travers un film qui s'appelait L'école buissonnière. Alors pour parler d'un pédagogue, c'est quand même particulier ce titre, L'école buissonnière. Mais j'ai rencontré quelqu'un de formidable dans ce film, Célestin Freinet. Alors c'était un bonhomme, un sacré bonhomme, parce qu'il a osé à son époque lutter contre le système. Il s'est opposé à l'autorité du maître en brûlant l'estrade. Un soir d'hiver, faisait froid dans sa classe. Il brûle l'estrade, qui était quand même le symbole de l'autorité suprême du maître. Et surtout, il a fait du vrai à l'école. Il a appris à écrire aux enfants, pas pour apprendre à écrire, mais pour apprendre à communiquer. Il était un grand militant, un militant qui pensait que l'école, c'était un bon moyen pour devenir citoyen et que l'école avait des enjeux au niveau de la société. Et j'ai rencontré aussi des élèves. Alors vous allez me dire, mais c'est le commun de tous les enseignants, mais des élèves qui, vous savez, ces élèves qu'on n'aime pas forcément avoir à l'école, ces élèves qui dans les banlieues sont en grande difficulté et n'existent à l'école que dans la provocation ou dans la violence, ces élèves, je leur dis merci parce qu'ils m'ont bouleversé, ils m'ont fait changer ma vision que j'avais de l'école. Alors, quand je suis sortie de l'IUFM, à l'époque, on faisait pas de cadeaux aux enseignants qui sortaient de l'IUFM et ils se retrouvaient généralement dans les ZEP, dans les écoles difficiles, avec ses enfants. Alors la première année, je suis arrivée dans la classe et soit je continuais parce que quand j'écrivais au tableau derrière, ils passaient leur vie à se battre. Je faisais pas d'enseignement, je faisais de l'éducation et encore de l'éducation. J'essayais de maintenir un semblant de calme dans la classe. Donc soit je continuais comme ça et je démissionnais à la fin de l'année parce que c'est pas possible d'aller dans sa classe la boule au ventre, ou soit je réagissais. Alors j'ai acheté un objet complètement insolite pour un enseignant, une poubelle. Je suis arrivée avec ma poubelle en plein milieu de la classe. J'ai pris les manuels, j'ai pris les cahiers, j'ai tout mis à la poubelle. Et je les ai regardés dans le blanc des yeux. Alors ça a été les moments le plus long de ma vie. C'était la traversée du désert. Il fallait pas que je cède parce que c'était eux ou c'était moi. Et j'ai pas cédé. Et un élève, le plus caïd de tous, me dit, voilà, nous on veut raconter notre vie. Alors pas avec ces mots-là, je vous passe le vocabulaire, vous pouvez l'imaginer, mais tu voudras pas. Ah, j'ai dit chiche. D'accord. Vous voulez raconter votre vie, mais pas avec vos mots à vous, parce qu'avec vos mots, les gens vous écouteront pas. Moi, j'ai les codes,
je vais vous apprendre les codes pour raconter votre vie. Mais votre vie, je vais pas la changer. Alors, on a écrit un journal qu'on a publié. Alors, ça a été le premier article, le premier numéro du journal, ça a été un accouchement forcé. Hein, les enfants, vous imaginez des enfants en grande difficulté, oser écrire, oser faire quelque chose, ça a été très compliqué. Et moi, je les ai accompagnés. J'étais pas là pour faire à leur place. C'était leur projet. Il fallait qu'ils le mènent jusqu'au bout. Et ce journal est sorti, ça a été une bombe, Hiroshima, là, dans le monde des adultes. Parce que ces enfants racontaient des choses que les adultes n'avaient pas forcément envie d'entendre. Et que nous, adultes, ils nous mettaient face à nos responsabilités et face à nos failles, surtout. Alors ce journal, au départ, les élus voulaient l'interdire. Et on est quand même tombé, et on a eu la chance de tomber sur un élu qui nous a dit non, il faut aller au-devant de ces enfants. Ils ont des choses à nous dire à travers leurs écrits, et il faut travailler avec eux. Et d'un seul coup, ces enfants qui étaient considérés comme des petits voyous dans ces quartiers difficiles, sont devenus des gens qu'on écoutait, des personnes qu'on écoutait. Et ils ont travaillé avec ces élus. Et ces enfants, ils m'ont apporté énormément parce qu'ils m'ont bouleversé dans ma manière de faire et dans ma manière de concevoir l'enseignement. Alors quand je pense enseignement, j'ai deux images qui me viennent en tête. Et il n'y a rien de péjoratif dans ce que je vais vous dire je vois l'image du puisatier qui va au puits, qui construit son puits, qui va puiser son eau et qui va remplir des jarres. Alors on a la jarre qui se remplit très vite et qui va même déborder, exploser. Les jarres qui se remplissent tout doucement. Et les jarres qui ne se remplissent pas parce qu'elles sont fêlées. Et le puisatier qui s'épuise à remplir. Et l'autre image, on a celle du sourcier. Vous savez, avec sa baguette, il va chercher la source, creuser un petit peu, et il trouve la source. Et la source, ça devient une rivière, un fleuve, un océan, et ça part dans l'océan de la vie. Alors il y a des sources qui sont qui coulent à flot et qui font des grandes rivières. Il y a des sources qui coulent tout doucement, mais l'eau arrive toujours vers la mer. Faut vous dire qu'il y a deux manières d'enseigner. Il y a l'enseignant qui va transmettre son savoir. Et l'enseignant qui va accompagner l'enfant dans son savoir. Ces deux manières différentes, moi j'ai choisi la deuxième, d'accompagner les enfants dans la construction de leur savoir. Alors, apprendre, pour moi, c'est monter un escalier. Et on monte toujours plus haut. Quand un enseignant prépare sa classe, il va préparer sa séquence de classe, il va être par exemple à la 4e marche de l'escalier, sur sa séquence. Mais dans sa classe, il va y avoir des enfants qui vont être à la 8e marche, parce qu'on n'apprend pas qu'à l'école, et heureusement qu'on apprend partout et tout le temps et toute sa vie. Il y a des enfants qui vont être sur la 1re marche de cet escalier. Et l'enseignant, l'enfant qui est sur la 1re marche, il va lui dire, mais viens me rejoindre. Mais l'enfant ne peut pas monter 3 marches à la fois. Il tombe, et la chute est terrible. Et quand on tombe, ça fait mal. Et l'enfant qui est sur sa 8e marche de l'escalier, là, tout là-haut, il va pas comprendre pourquoi l'enseignant lui dit, viens me rejoindre sur ma 4e marche. Non, mais moi je suis sur ma 8e et tu me demandes de redescendre. Et dans la classe, on a ça. On a des enfants qui sont sur la 1re marche de l'escalier. On a des enfants qui sont sur la 8e marche, et voire même plus. Et on doit faire avec tous ces enfants, et tous ces enfants doivent monter l'escalier. Pour vous dire que dans une classe, on a des enfants avec des rythmes complètement différents d'apprentissage. On a des enfants qui ont des stratégies d'apprentissage différentes. Et moi, je pense, avec le temps, qu'on ne peut pas faire la même chose avec tous ces enfants. Par contre, on peut personnaliser. On peut personnaliser l'apprentissage pour aller les chercher chacun. C'est un peu comme la fable
Le lièvre et la tortue. Hein. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Alors, dans la classe, on a des lièvres, on a des tortues, mais ils ont tous, qu'on soit lièvre ou tortue, on a tous besoin d'être accompagnés dans ces apprentissages. Alors, l'école, ça peut être quelque chose de très violent, et on a tous vécu un moment très violent à l'école. Et là, la fiche est très, très juste, 0 de conduite. Cette note qu'on donne à l'école, ce 0, hein, ces notes qui sont toujours, en France, on est très attachés aux notes. Ce 0, il est très violent. Il est très violent pour l'enfant qui est en difficulté, qui va s'accrocher à ce 0, qui aura du mal à décoller. Et puis la note, elle correspond à quoi? Par rapport aux enfants performants, on va dire oui, ça stimule les enfants performants. Non, ça leur met de la pression. Est-ce que la pression, c'est bon? C'est pas le bien-être, la pression. La note, si on regarde un peu les systèmes aux alentours, les systèmes qu'on a, parce que, bon, si on regarde le rapport PISA, nous 25e au rapport PISA, on fait bien d'aller voir ailleurs. On a 2 modèles qui s'offrent à nous, en tête de ce rapport PISA. La Finlande et le Japon. Alors, je vais prendre d'abord le deuxième modèle, le Japon. Un modèle où on presse l'enfant, où les enfants sont sous pression parce qu'il faut réussir, il faut avoir les meilleures notes, Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on a des enfants, c'est harakiri. Hein. On a des adolescents qui se suicident, un taux de suicide chez les adolescents important. Et de l'autre côté, on a le système finlandais. Donc, le système finlandais, l'objectif premier, c'est le bien-être de l'enfant. Moi, j'ai opté pour le deuxième système, le système finlandais. Parce que je pense que l'école peut s'adapter à chaque enfant. Et c'est mon combat de chaque jour, d'essayer de m'adapter à chaque élève. Et en Finlande, ce 0, là, il n'y a pas de note en Finlande. On peut très bien évaluer des enfants sans mettre de notes. En Finlande, si la note arrive vers à peu près à la fin du lycée, l'équivalent du bac. Mais les notes vont de 4 à 10. On met pas de 0. C'est humiliant d'avoir un 0. 0, on est nul. Donc on met pas de 0. L'enfant qui n'a pas su... enfin l'enfant, quand on est au lycée, on n'est plus un enfant, on est un adolescent même... qui n'a pas réussi à faire ce qu'on lui demandait, il a au moins 4, parce qu'il a fait quelque chose. Il a montré des compétences. Pas les compétences attendues, mais il a montré des compétences. Donc il a au moins 4. Et pour vous dire que là, notre système, à nous, il est violent. Mais l'école, elle est ce que l'on en fait. L'école, c'est le reflet de notre société. Et à savoir quelle société on a envie. Et la société, c'est nous. Et c'est là où moi, j'ai choisi un modèle de société basé sur la coopération, la bienveillance, le travail ensemble, parce que je pense qu'on se construit ensemble. Et on n'apprend pas les uns contre les autres, on apprend ensemble. Et c'est le modèle que je veux défendre chaque jour. Et ben curieusement, c'est vrai. C'est la maladie qui m'a donné cette volonté de changer, d'oser. J'ai plus rien à perdre. J'ai perdu mes jambes. Donc maintenant, ben, je peux que travailler autrement et apporter autrement à mes élèves. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Mais partage veut dire aussi échange. Donc, ben, j'attends de votre part l'échange.